Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour ma review du chapitre numéro 104 de Dragon Ball Super. Il y a 2-3 trucs qui changent de mon côté au niveau du son. J'ai fait de sorte à ce que ça soit à grand minima égal à ce que je vous proposais précédemment, à quelques détails près. L'objectif ultime étant d'avoir un meilleur son qu'auparavant. Je suis toujours sur la configuration de tout ça, donc il se peut que ça sonne un petit peu différemment en attendant. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des pistes d'amélioration. Je sais d'ailleurs que nombreux d'entre vous ont une forme d'expertise au niveau du son. On va se parler du chapitre numéro 104 de Dragon Ball Super, le dernier donc en date, mais peut-être pas le dernier de Toyotaru dont on va se parler sur la chaîne. Je vous prépare un petit truc intéressant à ce sujet-là. En tout cas, aujourd'hui, on se focalise sur le one-shot qui clôture le tome 23 de Dragon Ball Super. Un peu à l'instar de ce chapitre qui ne se prend pas trop la tête. Vous avez le résumé de ce chapitre-là disponible en français sur ma chaîne YouTube et vous pouvez le lire si ce n'est pas déjà fait en anglais, en espagnol, officiellement, légalement sur Manga Plus. Vous aurez évidemment, comme à l'accoutumée, les liens vers tout cela en description. Au global, ce chapitre numéro 104, titré La naissance des Saiyaman X, et sans faire durer le suspense, on n'a aucune nouvelle d'une potentielle suite. Les ayants droit ne disent rien du tout, même dans la dernière vidéo de news hebdomadaire Dragon Ball, etc. Que cela soit pour Daima, pour l'animation, pour un film, pour le manga, rien n'est dit. Et c'est aussi ce silence qui est usant. Plutôt que de dire oui on va faire quelque chose, non c'est fini, nous sommes en discussion, on ne sait pas trop, de donner un état des lieux sans forcément planifier quoi que ce soit, c'est peut-être un peu fort de ma part mais ça donne presque envie de se détacher de tout ça en fait. Et on en revient toujours à ces problématiques habituelles des ayants droit sur Dragon Ball qui foutent à peu près n'importe quoi, hormis quand ils ont vraiment quelque chose qui sort du four, alors ça va à peu près au niveau communication, encore que celle de Daima n'était pas folle. Enfin bon, je pense que depuis le temps, on s'est bien compris. Le chapitre est axé sur Goten et Trunks. Chronologiquement, il se place avant Super Hero, donc les événements du film ou qui ont été mis en manga, y compris la préquelle en manga. C'est une préquelle à la préquelle. Et force est de constater que si l'on lit ce chapitre-là, puis la préquelle, et si on en a la force, pourquoi pas Super Hero derrière, à peu près tout fait beaucoup de sens. Déjà, pour faire assez simple, 4 chapitres, le one-shot plus la préquelle en 3, ça s'emboîte super bien. Après, le chapitre en soi, il est sympa, il est cool, il est plaisant. Toyotaru y a mis du cœur, c'est évident. Bien que malgré le temps qu'il ait eu, il est plein de problèmes en matière de découpage encore qui persistent. Ça a l'air d'être collé à sa peau. Et je ne sais pas s'il arrivera à améliorer cela alors que le sensei est défunt. En tout cas, bien que ce chapitre ait profondément une âme, on sent que Toyotaru y a mis tout ce qu'il pouvait, et c'est vraiment cool. Il est probablement, et je ne prends pas trop de risques à dire cela, très loin des attentes de beaucoup de monde. Tout d'abord, des attentes qui ont été nourries par les officiels. Relativement à la fin de l'arc Granola, l'introduction de Black Freezer, les événements qui ont suivi Super Hero avec la foire d'empoigne entre les Saiyans, Broly, etc. chez Beerus, qui reconnecte avec la présence de Broly dans le film DBS Super Hero évidemment, c'est normal et légitime que de nombreuses attentes soient nourries vis-à-vis de cela et qu'elles ne soient pas satisfaites par le 104. Et cela peut être perçu comme une forme d'échec. Ça me paraît naturel. D'un autre aspect, et là c'est un retour d'expérience, pas une généralité que je fais, il faut quand même s'armer d'un minimum de jugeote. Quand je lis des personnes me dire oui la nouvelle menace est trop pourrie, le machin tout visqueux qui débarque sur Terre, etc. c'est quoi cet arc? Enfin bon, ils ont lu le chapitre ou pas? Ils ont compris que c'était juste un espèce de petit film, que regarde Goten et Trunks, on en est à ce niveau-là. Ils le font exprès de pas comprendre des pages, une mise en scène aussi simpliste que celle-ci. Pourtant, ça a été répété dans divers résumés sur tous les réseaux, c'est hautement acté explicitement dans le chapitre. Il y a vraiment des doléances vis-à-vis du chapitre que je ne peux pas comprendre et qui là, sur un plan pour une fois objectif, n'ont aucun sens. Dire que la nouvelle menace ressemble à rien dans Dragon Ball Super, c'est faux. Il n'y en a pas et celle qui apparaît dès les débuts du chapitre, c'est juste de la fiction au cœur de la fiction. J'en suis même à me demander pourquoi j'explique ça, mais croyez-moi, aussi fou que cela puisse paraître, j'ai reçu le message un nombre incalculable de fois. Enfin bon, j'ai pris cet exemple parmi tant d'autres, je ne vais pas m'arrêter sur tous. Tout cela pour dire que je comprends très bien la déception de très haut niveau vis-à-vis de la simplicité et légèreté du chapitre, mais qu'en même temps, faut pas abuser non plus. Détourner la vérité pour servir un narratif qui conviendrait à certains esprits un petit peu torsadés, ça n'a rien d'honnête. Une fois cela établi, vous me connaissez, je compose et dispose de ce que l'on me propose. Cibler les tares d'un chapitre d'un animé ou autre n'empêche pas d'apprécier ce qu'il
peut avoir à proposer, notamment avec un Toyotarou que je suppose dans l'émotion lorsqu'il a écrit et dessiné ses pages. Goten et Trunks regardent le Clean God en action dans un film ou un épisode, peu importe, de fiction. À ce stade-là, ce n'est probablement pas Son Gohan sous le costume. Ça aussi, ça peut être une forme de confusion, alors je peux pas en être sûr à 100%, mais au vu de la fin du chapitre, on se rend compte qu'il y a déjà un acteur pour le Clean God, qu'il est d'autant plus un élève de Mr. Satan que Gohan a pu le remplacer ponctuellement, comme dans ce cas bien précis du chapitre 104, saisissant la belle opportunité de former Goten et Trunks indirectement à leur avenir de super-héros également. D'où le fait qu'à la fin, le Clean God n'apparaît que sur une forme d'affiche, car le rôle a été repris par l'acteur, et Gohan n'opère probablement plus dans ce rôle-là, hormis si grand besoin est. C'est quelque chose qu'il apprécie faire, mais il aime beaucoup étudier quand il le peut s'occuper de sa famille, et on a vu dans le film super-héros que cela lui demandait déjà beaucoup de temps, au point d'énerver Piccolo lorsqu'il n'était pas capable d'aller chercher Pan au jardin d'enfants. Une fois ces bases posées, on se rend compte également qu'il y a pas mal de beaux clins d'œil. Par exemple, dans la chambre de Trunks, là où Goten le rejoint pour regarder les aventures du Clean God, qui ne gagne pas la popularité des deux jeunes pour le moment, sur le mur se trouve accroché un cadre avec la machine à voyager dans le temps. Véritable référence à Trunks du futur, qui l'utilise pour naviguer entre les temporalités. C'est quand même un bel écho d'avoir ça dans la chambre de Trunks du présent. Du côté du Clean God, dans la fiction que regardent Goten et Trunks, on a quelque chose de relativement similaire aux super-héros vus et façonnés par les Japonais depuis le prisme américain via les comics, donc très à la sauce My Hero Academia ou One Punch Man, mais aussi encore des éléments qui proviennent directement de leur jus, tels que le super-héros affaibli par un type de gaz qui lui enlève ses pouvoirs ainsi que sa volonté combative. Là, on est clairement sur une forme de kryptonite. Mais ce n'est pas tout. Fort heureusement, le chapitre ne se concentre pas que sur Goten et Trunks qui regardent un épisode. Une news spéciale leur annonce à la fin pour promouvoir un film live-action en devenir. Si seulement la franchise Dragon Ball était autant nourrie, imaginez qu'à la fin de Daima, un film ou autre nous soit révélé, ils devraient peut-être en prendre de la graine. Goten et Trunks ont leurs activités du côté de l'école bleue, le lycée bleu, qui rappelle également l'établissement orange dans lequel se trouvait Son Gohan en son époque, et ils vont faire une sortie scolaire. Tous leurs acolytes sont là, et on peut y voir par exemple Scale, Rula ou encore Compass, se dirigeant tout droit vers un musée, aux airs de Panthéon, très stylisé à la grecque, et devant on y voit une statue ni plus ni moins de Olibu, écrit directement dans le chapitre Oribu. Plein d'autres statues sont là, celui qui a sauvé la Terre au péril de sa vie à l'aide du Mafuba face à Piccolo Daimao, Mr. Satan qui par la force des choses est devenu l'un des plus grands héros de la Terre, bien que les êtres humains le mettaient sur un piédestal au préalable, le héros sans nom de petite taille mais d'apparence extrêmement similaire à celle de Son Goku, ou encore le Great Saiyaman. Ces deux-là, de la même lignée, bien que le peuple ne le sache pas, entretiennent sans le vouloir le mystère autour de leur identité, et on ressent au cœur de ce chapitre-là que c'est quelque chose qui apparaît comme noble, de ne pas être dans l'ostentation quant à ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça ne veut pas dire que Mutaito a failli à cela. Par la force des choses, il s'est retrouvé ici et n'a probablement pas cherché cette célébrité. D'ailleurs, il a laissé la vie derrière lui et est mort en tant que héros. Il n'a pas vraiment vécu en tant que tel. Mais on se rend compte que Olibu est érigé comme quelque chose avoisinant le premier ou le plus grand des héros que la Terre ait connu. Sa statue est carrément en ornement en dehors, bien que Mr. Satan trône à l'intérieur, c'est Olibu que l'on voit en premier, nous permettant de discuter de thématiques similaires à celles de Daima, à savoir encore une fois la continuité, la chronologie, le canon. Évidemment, ce type de personnage-là, les Paikwan et consorts, ne faisaient pas partie de la chronologie de Dragon Ball, mais peuvent y être intégrés. Et tout comme Broly, ce n'est pas forcément parce que le personnage est inclus ici que les actions qu'il a eues lors de ces épisodes de rajout filler sont à prendre en considération. Peut-être pourrait-il être validé par la suite, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ça ne cause aucun problème, et on sait que Toyotarou a de l'affection pour ce type de personnage-là. Ce n'est pas sorti de son chapeau, ce n'est pas du tout un mystère. Et par exemple, en 2022, il y a 3 ans de cela, Toyotarou, pour le site officiel de Dragon Ball et le dessin mensuel qu'il y fournit, proposait Mutaito, le décrivant comme le maître de Kame Sennin et Tsuru Sennin, qu'il venait d'ailleurs de dessiner tout jeune. Il en fut de même pour Olibu. Une année auparavant, en 2021, voici le dessin de Toyotarou avec un petit peu plus de détails, nous expliquant qu'il est un guerrier originaire de la planète Terre et paraît comme avoir laissé ancré dans le marbre son nom de héros et s'inscrit dans une forme de mythologie. Toyotarou estimait que ce personnage-là avait joué un grand rôle de son vivant et se posait la question de savoir quel type d'opposition
opposants il a pu combattre et à quel type de menace il a pu apporter un terme, chose qu'il aurait aimé voir être développée dans l'œuvre. On peut clairement constater que Toyotarou a saisi sa chance ici. Et ce n'est pas tout. Nous avons Indominoid sur Twitter qui a mené l'enquête. Franchement, merci à lui, ça m'évite de la mener à bien et de passer du temps dessus. Il m'en a fait gagner beaucoup. On y voit Olibu, mais aussi beaucoup d'autres personnages provenant de ces épisodes filler de DBZ, directement du tournoi de l'autre monde. On y voit tout sauf Paikwan. Donc peut-être qu'il est réservé pour une prochaine histoire. Paikwan était d'ailleurs intégré au fan manga que faisait Toyotarou sous le nom de Toybell, Dragon Ball After Future, avant qu'il ne soit recruté officiellement sur du Dragon Ball. On sait donc que le personnage lui est précieux et il pourrait fortement dépeindre des histoires du passé. Imaginez si Toyotarou, d'ailleurs, petite proposition, arrêtait de nous proposer les futures histoires de Goku et consorts, mais nous livrait divers arcs se produisant dans le passé. Le passé d'Olibu, et donc de la Terre, le passé des Saiyans avec Yamoshi, le passé pourquoi pas des Namek, et on pourrait y inclure Neba sans aucune difficulté. Il pourrait aller dans le passé des Glind, ça serait super intéressant, qui permettrait de s'affranchir de beaucoup de réticences vis-à-vis de son manga. Je pense que c'est une option viable, pas forcément à très long terme, mais elle pourrait l'occuper et nous occuper avec grand intérêt pendant plusieurs années. Surtout que là, bien que l'on sache que le personnage par exemple d'Olibu est mort, il aurait tout de même une forme de tension à suivre ses aventures. Plutôt que d'être dans l'attente d'une destination à tout prix, on pourrait prendre le temps d'apprécier le voyage. Nous avons donc plusieurs personnages qui étaient là directement ou en marge du tournoi de l'autre monde, et dans le présent de cette histoire, le Clean God fait des siennes. Cette fois-ci c'est pour le tournage du live action et c'est bel et bien Gohan sous le costume. Évidemment Goten et Trunks ne le savent pas, des bandits veulent dérober pas mal de choses du musée a priori, prenant l'apparat du casting du film pour se mêler dans la foule. La police se mêle également à cela, on voit que le Clean God est attaché sur un harnais pour faire comme s'il volait. Ça me fait également penser à l'épisode filler dans lequel Gohan en Great Saiyaman s'adonnait à une forme de tournage et on l'attachait pour faire semblant de voler et tout ça. Toyotarou est très fan de ce genre de détails, creuse et garde en mémoire ce que Dragon Ball a pu apporter aussi bien en manga qu'en animé que dans les rajouts, et il arrive à l'exploiter de manière assez modernisée. Une prise d'otage sans aucun risque pour Trunks va être opérée, quoique il y en a bien un, celui d'être démasqué, que l'on comprenne qu'il ait des pouvoirs surnaturels. Or cela ne peut pas avoir lieu, on le sait, via la préquelle à super-héros qui suit ce one-shot, et c'est le Clean God qui va rappeler Trunks à l'ordre, le moraliser sur le fait de préserver son identité. Lui va faire preuve de réel pouvoir, dû au fait que c'est en réalité Son Gohan qui est caché ici. Il va y avoir de belles phrases de beaux discours super héroïques, et on se rend compte à quel point un super héros, un héros de cinéma, de la vie courante peut être inspirant et être moteur au cœur de vie. Il n'est pas là que pour protéger, mais il est aussi là pour impulser. J'aime beaucoup ce procédé-là car il me rappelle aussi ce que l'on souhaite avec le 28e tournoi des arts martiaux, et ce que fait factuellement Son Goku, en prenant Oob sous sa houlette, chose qu'il a déjà fait au final via Dragon Ball Super et Broly. On ressent l'aspect Kame Sennin, transmission, développement d'une nouvelle génération, et ce que l'on est nombreux à espérer post-28e tournoi si un jour cela est développé, c'est qu'il y a une forme de nouvelle génération. Goku et Vegeta qui sont toujours là mais plus en retrait. Vegeta peut se rapprocher des Saiyans de l'univers 6 évidemment, Goku s'occupant de ceux de l'univers 7, mais aussi avoir des relais intergénérationnels. Gohan l'est parfaitement. Il est loin d'être hors jeu, bien au contraire, mais il est aussi là pour développer les suivants. Goten, Trunks, Pan, Bra, pourquoi pas Oob, ont de quoi apprendre de lui. Et puis si l'on veut vraiment apporter un souffle nouveau à tout cela, n'oublions pas que les Namek sont capables de s'auto-reproduire. Si jamais Piccolo le faisait, nous pourrions, aussi surprenant que cela puisse paraître, avoir la génération suivante à Piccolo. Encore que, il semble dans la pleine forme de l'âge, mais en même temps, il s'est réassimilé avec Kami qui était vieux et fripé, avec Nail qui était peu ou prou du même âge. Bon, c'est un petit peu compliqué désormais de déterminer l'âge qu'a réellement ce Piccolo-là. Il a un âge formel de par sa date de naissance, mais le micmac des assimilations fait que c'est quasiment indéterminable. En tout cas, au-delà de l'aspect stylé d'un super-héros, il faut aussi prendre soin des personnes qui lui sont chères, les préserver, c'est se préserver soi-même. Trunks n'a donc pas besoin d'en dévoiler autant pour préserver les populations, voire même la Terre. Il a pu le faire lorsqu'il était plus jeune face à Boo, associé de Goten. Tout le monde était mort, il n'y avait plus personne pour le démasquer, mais dans une situation aussi peuplée qu'en chapitre 104 de Dragon Ball Super, il faut prendre certaines prérogatives et se prémunir de certains contre-coups qui pourraient opérer. Ça a d'ailleurs été souvent une thématique développée dans des comics, bien que je n'en sois pas expert, comme Spider-Man ou encore Batman. Lorsque l'identité est révélée,
télé, il y a un essor et un appui, un soutien envers le super-héros, mais aussi un gros contre-coup lié à ce droit qu'il permet à le dévisager de la part des personnages les plus malveillants. Et souvent, ils vont s'en prendre à des proches. C'est dans les comics et c'est aussi exploité évidemment dans les films. On se rappellera tous, dans les films avec Tobey Maguire, l'attaque du bouffon vert sur la tante May. C'est devenu un mème de nos jours. Cela n'a été rendu possible que lorsque Spider-Man est devenu Peter Parker aux yeux du grand méchant. Alors sur une scène d'action, entre gros guillemets épique, ça reste quand même un super-héros en costume moulant avec un slip par-dessus et un balai. Malgré tout, Toyotarou a su rendre cela resplendissant, il faut le dire. Il y a un certain détail qui est apporté au dessin, notamment sur les moments importants. Tout est très organique. D'ailleurs, dans le chapitre, on a beaucoup de réactions à diverses scènes, beaucoup de dialogues qui font pleinement sens, et on a aussi des répercussions à ce qui s'est produit. Évidemment, me direz-vous, avec autant de temps de production, quoique en interne on ne sait pas combien en a été alloué à Toyotarou, il paraît légitime tout de même que le niveau de qualité soit rehaussé. Goten et Trunks se réunissent à la suite de cela pour jouer au jeu que Trunks lui-même a acheté à l'effigie du Clean God, comme quoi il devient passionné par ses actions, mais surtout son éthique et sa mentalité. De nouveaux clins d'œil seront faits et on va les enchaîner sur le peu de pages qu'il reste. On va voir Mai et Shu. Bon là il n'y a pas grand chose pour extrapoler, mais on les voit à la capsule Corp en train de travailler. Goten et Trunks sont des super-héros en devenir, vont dessiner un petit peu leur costume, ça fait évidemment penser à du Wingman. On va voir le relationnel Goten et Trunks qui est dans le pur jus de ce qu'ils étaient carrément enfants, et on sent la prédomination de Trunks car il sera éternellement l'aîné de Goten. Et vu que ces deux-là ont été liés dès la petite enfance, c'est quelque chose qui va les marquer à vie. Contrairement à Goku et Vegeta, on se fiche de qui est le plus âgé ou pas. C'est souvent celui qui est le plus fort et le plus pertinent sur le plan mental et physique qui va prédominer. Et ça peut changer selon les situations. Pour Goten et Trunks, celui qui a l'ascendant notamment psychologique, c'est Trunks. D'où le fait qu'il finisse en Saiyaman X1, que Goten finisse tant bien que mal à l'accepter et que Trunks soit celui qui dirige la marche. Ça résulte forcément d'une affection pour le personnage peut-être supérieure de la part de Toyotarou et autres éditeurs, peut-être également d'une volonté de renverser un petit peu la table. Goku a plus dirigé le duo qu'il forme avec Vegeta que l'inverse. Alors pourquoi pas sur la nouvelle génération permettre à Trunks de prendre un petit peu les devants. Surtout que indirectement, il a aussi une forme d'appui de la part de Trunks du futur. Les références ne s'arrêtent évidemment pas là avec Bulma. On la voit sortir avec un panier et elle va apporter des victuailles. Vegeta est présent dans le chapitre et il était en train de discuter avec Whis. On ne voit pas Son Goku et l'on ne sait toujours pas ce qu'il advient d'eux après super-héros. En parlant de super-héros à nouveau, en tout cas ce qui est prêt, c'est les designs pour les costumes. Chacun va y mettre de son grain de sel. Trunks va préférer le foulard à la Trunks justement du futur et à la C17. Goten va favoriser l'apparat à la façon du Clean God. Des compromis seront faits du côté de Trunks, comme le slip apparent évidemment, et le dénouement du chapitre va se dérouler du côté de Mr. Satan et plus particulièrement de son dojo. Il commence à avoir le front de plus en plus dégarni, le ramenant vers sa calvitie de fin de Dragon Ball, ultra amplifiée dans Dragon Ball GT d'ailleurs. La jeunesse s'y entraîne, Mr. Satan était en train de s'assoupir et un super-héros rentre dans la pièce. C'est le Clean God, va arracher un masque de son visage, masque d'ailleurs de très haute facture visiblement, et sous celui-ci se révèle Son Gohan. Il a pris la place de l'acteur habituel qui est malade comme fiévreux. Mr. Satan n'est absolument pas surpris, il savait que Gohan avait endossé le rôle, il le remercie d'ailleurs et s'excuse d'avoir dû l'appeler pour le remplacement. Videl est présente, elle va servir divers repas aux jeunes en présence, dont notamment les adversaires d'époque de Goten et Trunks durant l'arc Majin Buu, tournoi des arts martiaux mais dans la partie enfant. Ce sont les rejetons de Ida-Sam, leur mère, à savoir Idasa et Ikose. C'est vraiment cool de les voir ici, par contre on a l'impression qu'ils n'ont pas grandi depuis l'époque. C'est un petit peu bizarre. Enfin bon, c'est pas très grave. De son côté, Videl est un tout petit peu inquiète pour Gohan vu qu'il y a eu un incident, mais ce n'est évidemment rien pour le Saiyan terrien qu'il est. Il ne fera pas mention de Goten et Trunks et garde cela secret pour lui. Encore une fois, il n'est pas dans l'ostentation sur ce plan-là, car sur ses poses de super-héros d'incarnation du Clean God, il semble apprécier le montrer. On comprend qu'il a pu préserver son identité secrète grâce à un modificateur de voix intégré dans son costume, mais une question me taraude alors, qu'en est-il du ki? Gohan l'a utilisé durant le chapitre, il s'est même envolé. Comment se fait-il que
Trunks et encore plus Goten, son frère, n'ont pas pu le détecter. Alors il y a un grand risque que cela soit un oubli / une incohérence de la part de l'auteur, ce qui serait vraiment dommageable pour un chapitre qui a bénéficié d'autant de temps de conception. On peut, mais restons honnêtes, ce n'est pas acté précisément dans le chapitre, mais on peut tout de même supposer que le costume étant empli de technologie pourrait donc permettre à Son Gohan d'avoir quelque chose qui masque son ki ou modifie sa perception à la limite s'il devait en dégager. Le mieux serait une sorte de bloqueur d'ondes, si cela fait du sens, pour limiter la perception de Son Gohan, faire en sorte que ces émanations de ki restent au plus proche de sa peau. C'est une possibilité, mais encore aurait-il fallu qu'il y ait à minima une case pour nous le dire. En l'état, force est de constater que ce n'est pas dit. On peut théoriser et espérer que ce soit le cas, mais malheureusement, bien que la brèche soit entrouverte, on ne s'est pas véritablement embourbé dedans. C'est le plus gros défaut pour moi, selon moi, de ce chapitre-là, et le truc c'est que ça tient au niveau de la cohérence. Pourquoi ne pas avoir fait cet effort-là de compréhension? Tous les efforts insufflés au chapitre pour y apporter de l'âme, des références, pour ressasser du lore, pour apporter quelque chose de beau au niveau de ses fondements, comment a-t-on pu passer à côté d'un tel élément? La perception du ki, c'est quelque chose d'omniprésent dans Dragon Ball, et à de nombreuses reprises, Goten a pu reconnaître celui de Gohan. C'est bien beau de masquer son visage, mais quand on est Son Gohan, il faut surtout masquer son ki. Persiste également une option, et ceux qui ont une bonne mémoire s'en souviendront. On peut dans Dragon Ball être en mouvement, plutôt léger, et masquer son ki. Ça existe. On l'a vu encore une fois avec Gohan Ultime qui tentait de se déplacer à très haute vitesse, de masquer son énergie face à Boo qui avait absorbé Gotenks. Et ce dernier n'a pas vraiment expliqué comment, mais a dit que ce n'était pas suffisant pour le berner. On a déjà eu ce genre de cas où le ki est masqué, mais le super guerrier, entre gros guillemets, peut tout de même faire des actions surhumaines. Je suppose qu'il ne peut pas en déployer trop au risque d'être détecté facilement. C'est peut-être cela qui s'est produit avec le Clean God et Son Gohan en dessous. Encore une fois, ça n'a pas été dit, montré, prouvé par le chapitre. Et vu que ce n'est pas quelque chose de vachement récurrent dans Dragon Ball, généralement lorsque l'on masque son ki, on reste plutôt calme et immobile, eh bien ça porte vraiment à confusion. Et le beau point noir du chapitre est selon moi vraiment attribué à cette phase-là. Ces écrits et ces dessins de Toyotarou se concluant avec une scène quelques jours plus tard. Goten et Trunks sont arrivés à parfaire leur plan, ils ont utilisé la capsule Corp pour concevoir leur costume, agissent au nom du Clean God et sont là pour casser la gueule au moindre loupard. Des petits enfants qui semblent provenir du jardin qui leur est dédié tel que Pan sur un passage piéton en plein feu rouge pour les véhicules motorisés traversent alors que des sortes de bikers loupards débarquent et sont prêts à les écraser, à leur ôter la vie, simplement pour cramer un feu rouge. Ça me paraît assez inhabituel dans la culture japonaise, mais bon. On n'est pas là dans Dragon Ball pour correspondre à ce qu'elle doit être véritablement. C'est assez fou de se dire que des types écraseraient des petits enfants pour si peu. Voilà, ça ne déconnecte pas du récit, au contraire, ça amplifie le besoin pour Goten et Trunks d'agir. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur leur manière d'être au courant justement de cela. C'est des choses qui sont développées avec un Spider-Man, par exemple. Ils se captent sur les radios de police ou autre. Là, sur une action assez isolée comme celle-ci, comment font-ils pour être là pile au bon moment? Je pense que ça pouvait s'expliquer, mais on manquait de temps et de pages, et ce n'est pas un défaut en soi, mais c'est juste une volonté personnelle. Great Saiyaman X1 et X2 sont arrivés sur une page en couleur que j'apprécie beaucoup. L'expression des visages de Goten et de Trunks est vraiment plaisante. On sent l'assurance de Trunks, le bonheur et la fierté qui se dégagent de Goten. Le chapitre se terminant avec un fameux à suivre, mais attention, tel que je l'ai dit durant mon résumé, c'est implémenté automatiquement dans les versions anglaises. Sur la version espagnole, ils mettent fin, et sur la version japonaise, ils incluent également fin à la fin de chaque chapitre et ne promettent jamais rien, si ce n'est une phrase de preview en marge ou la preview du magazine V-Jump, ce que cette fois-ci nous n'avons pas. Un chapitre de Dragon Ball Super qui sera peut-être son ultime, bien que la porte peut être largement réouverte avec ne serait-ce que Black Freezer. Et encore, il y a beaucoup d'autres choses à développer. On peut aussi partir sur des arcs du passé, et je trouve que ça serait super intéressant. Un chapitre plaisant, qui ne bouleversera pas grand monde, moi y compris, mais lorsque l'on est fan de Dragon Ball de la première heure, donne forcément un petit sourire, bien qu'un goût amer puisse être ressenti de par le manque de prise de risque, le manque de pas fait en avant par la licence, par son immobilisme assourdissant. C'est véritablement le type de chapitre de niche que les ultimes fans garderont en mémoire et les autres pourront totalement s'en affranchir, et il n'y a rien de grave à cela en fait. Si Toyotarou devait s'en arrêter là, il n'aura rien fait de mal dans ce dernier chapitre, à part si ce n'est le point noir sur Gohan, mais bon,
voilà, à peine on en a discuté qu'on passe à autre chose. Il pourrait, mais ça serait tellement dommage. C'est pour cela qu'en mot de passe à cette fin de vidéo, je vous invite à me laisser en commentaire Toyotaro finito, point d'interrogation. C'est vraiment le questionnement actuel. En tout cas, j'ai de bons espoirs de vous parler très prochainement à nouveau des travaux de Toyotaro. J'espère vous retrouver au rendez-vous sur ces vidéos-là. Merci d'avoir été sur celui du jour. Merci pour le soutien que vous lui apporterez. Votre pouce en l'air, extrêmement important. Votre abonnement et la cloche des notifications à votre guise pour ne pas se rater sur les prochains contenus. Je serai là pour lire chacun de vos commentaires, pour y répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.